Il y a l'homme et il y a la maison. Il ne faut pas aussi mélanger deux choses. Toute l'histoire commence avec l'homme, mais aussi la maison a développé certaines choses. Alexis Moreau, merci de nous accueillir ici. Vous êtes le CEO depuis 2007. Ici, on est dans la rotonde de ce siège social magnifique où, effectivement, autour, il y a tous les monuments de Paris. On est près du siège social. Le siège social, c'était au 19 rue Jean-Jacques Rousseau, où il y a la première boutique Christian Louboutin. On est venu au 36 rue du Louvre il y a 2 ans. Un peu d'histoire sur Christian Louboutin, puisque l'histoire est un peu folle. C'est un passionné de chaussures, un passionné de cabaret, finalement, qui est devenu aujourd'hui une pièce maîtresse du luxe français. 2 choses. La première chose, c'est peut-être une image qui est très très forte chez Christian. Il vivait dans le 12e, il avait entre 10 et 12 ans. Il est allé pour la première fois au palais de la Porte Dorée, musée de l'immigration. Et il a vu une image au rez-de-chaussée qui était un soulier, un stiletto avec une grande croix en rouge. Interdit. Interdit. Il s'est dit, qu'est-ce que c'est? Et en fait, à l'époque, il y avait des parquets. C'était interdit de marcher avec des bons bouts de stiletto sur le parquet. Donc il a vu ça. Est-ce que ça lui a créé une envie de dessiner? Alors, on peut aussi voir ça différemment et de se dire que quand on lui dit non, il a envie de faire quelque chose. Mais en tout cas, ça a été certainement au départ une genèse. La deuxième chose, le cabaret. C'était ses années au Palace, où il a commencé quand il était jeune. Et de là est née cette envie du burlesque, avec beaucoup d'animation, des shows, une collaboration avec le Crazy Horse. On fait aussi toute la scénographie du Bal de la Rose. Voilà. Donc, tout ce qui est cabaret est dans l'esprit de la maison et de Christian. Ensuite, il a poursuivi une carrière dans des grandes maisons. À quel moment ça a basculé en disant finalement, je vais devenir mon propre créateur? C'est une belle histoire. Moi, j'appelle ça belle histoire parce que Christian, après avoir travaillé dans plusieurs maisons, dont la maison Roger Vivier, il avait 2 copains, Bruno Chambellan et Henri Sédou. Il a dit, j'aimerais bien me mettre à mon compte. Et Bruno et Henri ont dit, bah écoutez, on y va. Donc, ils ont créé la structure avec, je crois à l'époque, 30 000 francs. Alors, il n'y en avait aucun qui avait une expérience, sauf Christian, Bruno étant un commissaire-priseur et Henri ayant d'autres activités. Une belle histoire, une histoire d'amis. Qu'est-ce qui fait la singularité aujourd'hui de Christian Louboutin? Comment on peut la définir? Il y a l'homme et il y a la maison. Il ne faut pas aussi mélanger deux choses. Toute l'histoire commence avec l'homme, mais aussi la maison a développé certaines choses. Cette singularité, c'est un esprit à la française, un esprit libre, créatif. On a aussi défini tout ce qui était DNA avec le comité de direction. Cette volonté de créer des objets de désir. Ça, c'est très, très important, qui pousse les femmes à se sentir beaucoup plus powerful. Avant tout, c'est dédié aux femmes. C'était tout à fait dédié aux femmes au départ. Un passionné d'objets, et donc la création d'objets magnifiques. L'objet magnifique, en plus avec une semelle rouge, on ne peut pas les rater quand vous marchez dans la rue. Vous reconnaissez en tout cas les aficionados de Christian Louboutin. C'est ce qui a créé le démarrage et le coup d'éclat finalement de Christian Louboutin? Pas tout à fait, je dirais. C'est un moment très important. La maison a été créée en 91 et en 92. Christian a créé en fait la semelle rouge. C'était d'abord un signe distinctif. C'est devenu une marque à part entière qu'on a défendue, qu'on a gagnée. Maintenant, oui, ça fait partie de l'histoire, c'est un déclic. Mais ce qui est plus important, c'est tout ce qu'il y a autour de la créativité de la maison et de Christian. Oui, ça fait partie de la maison, mais il ne faut pas réduire cela simplement à la semelle rouge. Il y a un savoir-faire, forcément. Le soulier, c'est quand même un savoir-faire particulier, développé en France. On ne se rend pas compte, en fait, en regardant le travail de ces souliers, du travail qu'il y a derrière. La cake est l'une, certainement, la plus vendue. Combien de temps? Nous fabriquons tout en Italie. Il n'y a plus, malheureusement, de fabrication française. Le design est français, fabrication italienne et un petit peu d'Espagne. Pour répondre à cette question, il y a 2 façons de regarder les choses. En fait, quand on prend des commandes, on livre 4 à 5 mois plus tard. C'est le temps de passer des commandes de fourniture, mais aussi de peau. Il y a un processus qui est assez long. Sur un soulier, il y a 3 process, on va dire. Un process de coupe. On coupe du cuir. On commande, on coupe du cuir. Après, on pique le cuir et après, on monte le soulier. Si on regarde le temps passé pour une quête, on peut dire que c'est à peu près 3 heures de travail, mais 3 heures de travail sur 2, 3 ou 4 mois. On sait que c'est un équilibre finalement entre le sexy et l'élégance, qui n'est pas facile en fait. Et vous arrivez à chaque fois à rentrer et à rester entre ces 2 appréciations finalement. Ça, c'est ce que j'admire chez Christian, c'est que sa capacité en fait à combiner les deux, à combiner le sexy et l'élégance sans tomber dans le vulgaire. Et ça, c'est une capacité que peu je trouve, de designers ont. Et c'est une magie. En fait, c'est une espèce de magie qu'on essaie de garder. Mais ce qui fait aussi qu'à chaque fois, on raconte une histoire
dans le soulier. Et l'histoire, c'est une histoire que chaque femme ou que chaque homme peut regarder. Une cambrure, une ligne, une couleur, des petits ajouts qui font que le soulier est assez exceptionnel. Vous avez aussi une offre qui s'est élargie, parce qu'au début, on l'a dit tout à l'heure, c'était dédié aux femmes. Aujourd'hui, on fait de la maroquinerie, on s'adresse aux hommes avec même des chaussures très confortables aussi, des cosmétiques. Il y a ce vernis à ongles magnifique, ce qui était presque un objet de Christian Louboutin. Il fallait se diversifier quoi qu'il arrive. C'était pas du tout un objectif. Il faut que ça vienne de manière assez facile, c'est-à-dire on planifie pas tellement à l'avance. Je prends l'exemple de l'homme. Ça a commencé avec Mika, qui est un copain de Christian, qui dit voilà, il me faut des souliers, il me faut des sneakers pour mes tournées. Nous, on n'en fait pas de souliers hommes. Donc on a commencé comme ça. Sur le sneakers, il y a quand même plus d'une dizaine, maintenant une quinzaine d'années. Deuxièmement, vous parliez au fait du vernis. On s'est dit tiens, la beauté, pourquoi pas. Et puis la plupart des marques, quand ils lancent de la beauté, ils lancent du parfum. Et Christian a dit non, mais je veux redonner à la beauté ce que la beauté m'a donné, donc ce que le vernis m'a donné, l'histoire de la semelle rouge. Donc on a commencé à se dire à la Louboutin ouais, entre guillemets, on se dire bon, on se lance dans la beauté avec le vernis et avec un objet qui est très très cher. Et donc on est allé voir plusieurs partenaires de la beauté qui nous ont dit c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça nous-mêmes. Non seulement c'est du vernis, mais aussi quand vous regardez en fait le vernis, c'est un talon aiguille inversé. Aujourd'hui, combien de boutiques dans le monde? Aux alentours de 160 et 32 filiales. Ça veut dire combien de pays dans le monde? On est à peu près sur un peu plus d'une quarantaine de pays. On compte pas vraiment les boutiques, 160, ça dépend. En fait, on en a ouvert à peu près une quinzaine par an. On n'a pas un objectif d'ouverture. On en ouvre 15, mais on a plutôt des demandes. C'est des temps d'attente d'1 à 2 années, parce que en fait, ça se planifie à l'avance. Nous, on est plutôt pour se dire, on veut une belle cartographie, d'être pas trop représenté, mais on est maintenant, par exemple, en Australie, on a 8 boutiques. Dans les 32 filiales que l'on a sont plutôt des filiales en propre. Ça, c'est important. On a le temps. Donc, on le fait à la Louboutin Way. Pour préserver l'ADN, c'est ça? Oui, faire très attention. et puis on aime bien le contrôler. Et donc, avec peu de franchise, je suis arrivé il y a 18 ans, on avait très peu de retail, que 2-3 boutiques. On a bougé beaucoup de choses. Et les concepts de boutiques aussi bougent beaucoup. Ça qui est intéressant. Une autre chose aussi différente, c'est qu'on n'a pas un seul concept. On a 3-4 concepts qu'on adapte à chaque fois dans chacun des pays pour que chaque pays ou chaque boutique soit un peu différente. Et le produit aussi, c'est un peu les deux choses. C'est que souvent, moi, je vois des clients dans une boutique, elles me disent oh, j'adore, mais je comprends pas, j'habite entre New York, Londres et puis Genève. Et en fait, vous n'avez pas les mêmes modèles dans chacune des boutiques. Je dis bah oui, c'est fait exprès parce qu'on fait en sorte que chaque boutique ait son identité propre. On vit une période un peu compliquée avec des tensions un peu géopolitiques. On est impacté d'une manière ou d'une autre. Comment vous le vivez? On est en étroite relation avec toutes nos équipes. Donc ça, c'est important. Par exemple, la Chine. Nous, on est en retard sur la Chine. On a été très en retard. C'est un pays qu'on a ouvert après les autres. On suit ça. On se dit, heureusement, la Chine représente que 5% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est pas très élevé. Par contre, on continue petit à petit prendre des parts de marché. On fait un peu plus attention aux ouvertures de boutiques. Plus spécifiquement maintenant, les États-Unis. Oui, avec les droits de douane. J'aime bien dire, il est urgent de ne pas paniquer. On fait des simulations, on regarde ce qui se passe. C'est quand même plus de 45% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est un marché où on a plus de 150 points de vente. Très important pour nous. On est très, très bien positionné. Ça veut dire qu'on ne peut pas augmenter un produit de 20 ou 30%. Ça deviendrait très compliqué. Non, alors, ça, on adore parler de ça. Pendant, en fait, des années, nous, on a plutôt eu la politique d'augmenter nos prix en fonction du coût d'achat. D'accord, avec le même markup. Ce que d'autres concurrents, je ne demanderai pas, ont fait différemment. Il y a eu des hausses qui étaient assez spectaculaires. Exactement, beaucoup plus spectaculaires que nous. On a fait attention à ça, surtout sur le même produit. Quand vous n'avez pas de valeur ajoutée, que c'est le même produit qui augmente comme ça, c'est compliqué pour le consommateur de penser que c'est normal. Donc on a fait ça, on est entre 10 et 12% pendant quelques années, surtout aux États-Unis. Et là maintenant, on se pose la question de savoir ce qu'on va faire. Il y aura certainement des hausses de tarifs, mais là c'est lié au contexte économique, géopolitique, des tarifs douaniers. Donc là, on peut l'expliquer. Vous êtes un groupe un peu différent que les grands groupes avec multimarques à l'intérieur. Vous, en 2021, vous avez cédé 24% du capital de Christian Louboutin à la famille italienne Agnelli. C'était important pour vous de faire rentrer une autre famille, peut-être? Un peu d'histoire. C'est vrai que création de la maison, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 91, 3 personnes. Henri est parti en 2016. Il n'y avait plus que 2 personnes, en fait, Bruno et Christian. On aime bien le chiffre 3, donc 3 actionnaires, c'était important. Par exemple, ce que j'appelle aussi dans tout ce qui est brand equity, le triangle magique, où on a les actionnaires, le management
et le designer, où il faut que les trois soient sur la même longueur d'onde, sinon c'est compliqué. Et en 2021, on a réfléchi et on s'est dit, ça serait bien de faire rentrer un autre actionnaire. Pas pour des raisons de liquidité, juste pour des raisons de gouvernance. Et là, on a eu 4 possibilités, 4 choix. Premier choix, c'est de se dire, allez, on va aller en bourse. On n'était pas du tout organisé pour ça, et ce n'était pas l'objectif. Le deuxième choix, c'est on va travailler avec un industriel, un grand groupe de luxe. Mais c'est compliqué de vouloir céder 24%, donc c'était difficile. Généralement, ils veulent beaucoup plus. Voilà, et on n'avait pas tout à fait les mains libres. La troisième chose, c'était peut-être aller voir un groupe de private equity. Mais là, le problème, quand vous allez les voir, c'est que vous discutez du mariage, mais aussi du divorce dans 3-4 ans. C'est-à-dire, voilà, à combien... Ça démarre mal. Voilà, ça démarre mal. Donc, ce que je peux comprendre, mais l'horizon est court terme. C'est ça que je dis surtout. Et donc, la troisième possibilité pour nous, c'était pour trouver un actionnaire de référence sur le long terme, c'était de trouver un family office. Sur le temps long, c'est-à-dire. Voilà, exactement, sur le temps long. Et ça, c'était très important. Et là, il se comptait sur une doigt d'une main. On est allé en voir quelques-uns et il s'est trouvé qu'on a trouvé la famille, donc le fonds Exor, la famille Annie, John Elkann, et dont Susan Highwood préside la partie tout ce qui est mode. On a fait affaire avec eux, ils ont pris 24% de la maison. Il a fallu quand même changer des choses dans l'entreprise? Pas du tout, et ça, c'était très important. Et ça, on a vraiment bien aimé. La maison était assez organisée. La chose qu'il a fait organiser, c'est la gestion d'un board. Quand on nous avait posé la question en disant mais votre board est constitué de quoi? Et on a dit nous. Voilà, juste nous trois, on discute voilà, autour d'une table avec évidemment toutes les équipes après, mais on n'avait pas cette gouvernance. Et comme on avait une taille qui commençait à être un peu importante, il nous a dit mais attendez, avec la taille que vous avez, il faut quand même que vous ayez un board. Et donc là, par contre, oui, là, c'est ce qui a changé. Ils nous ont dit qu'ils allaient devenir ce qu'ils appelaient un critical friend. Nous, on est là pour vous aider quand ça va mal, mais quand ça va bien, on va vous challenger. C'est pas pour critiquer, mais c'est pour challenger. Quand ça va mal, ils sont là et on a un actionnaire de référence qui, depuis, nous permet de ne pas être embêtés ou d'être sollicités par d'autres groupes qui voudraient nous acheter, parce que c'est quand même notre protecteur maintenant. Un petit mot sur le show de Molitor, spectaculaire. Show de Molitor, oui, spectaculaire. On est aussi dans tout ce qui est show, donc Christian, donc on revient. Spectaculaire à plusieurs niveaux. Premièrement, parce que très surprenant. Donc beaucoup de gens nous ont dit, waouh, très jeune, très joyeux. Tout à fait dans le DNA de Christian. Deuxièmement, on lançait lors de ce show un nouveau soulier qu'on appelle la Miss Z, qui est un escarpin très différent, avec un confort sur lequel on a beaucoup travaillé. Oui, on peut parler du confort et on change beaucoup de choses aussi sur le confort. La troisième chose, c'est qu'on lançait cette Miss Z avec une nouvelle semelle rouge. Nous, on l'appelle la Everlasting. D'accord, donc indélébile, on va dire, c'est que vous marchez et puis elle ne s'efface pas entre guillemets. Et ça, c'était complètement novateur. On travaillait dessus, les équipes ont travaillé dessus depuis 2 ans. C'était super parce que ce soit le design, le merch et l'équipe de prod en Italie ont tous travaillé main dans la main dessus. Donc voilà. Et on va petit à petit décliner ça sur la plupart de nos souliers. Mais le show, c'était aussi un super clin d'œil parce que c'était juste après les Jeux Olympiques. On a demandé à l'équipe de France de natation synchronisée de faire ce show et c'était c'était spectaculaire. Comme je très sympathique. Merci beaucoup Alexis Moreau de nous avoir accueillis chez vous ici. Merci beaucoup.